Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo, comme je vous l'avais promis, je vais parler de la Constitution française et de la Déclaration des droits de l'homme. Donc on va tout de suite démontrer qu'il y a bien des conflits d'intérêts, non-séparation des pouvoirs, des abus de pouvoir, donc de la corruption, qu'il y a bien aussi une intention délibérée de tromper les citoyens, soit en jouant sur les mots, soit sur les dates, en falsifiant des documents. Tout ça, c'est que de la magouille. Et je vais vous démontrer qu'on nous a volé cette constitution comme notre déclaration des droits de l'homme, qui ne nous appartient plus du tout. Voilà où est le problème finalement, puisque déjà il y a des lois, mais elles sont pas respectées. Pour ça, enfin, je tiens à préciser que n'importe qui peut faire ce petit travail chez soi. Pour ça, il vous suffit de prendre la Constitution française qui s'appelle Constitution du 4 octobre 58. Bon, l'actuel, hein, puisque bon, vous verrez en dessous de la Constitution, entre parenthèses, écrit en tout petit, mise à jour janvier 2015. Ben oui, oui, ben oui. On voit bien que là déjà il y a un petit truc. Alors, il vous faut aussi la Déclaration des droits de l'homme de 1789, donc l'original, mais également celle qui est actuelle, hein, puisque là on va déjà voir aussi qu'il y a un problème. Alors, concernant la Constitution, on va dire qu'il y a quand même un problème, quoi, parce que déjà, dès le moment où il y a des mises à jour, en fait, c'est plus du tout la Constitution de 1958. D'ailleurs, elle devrait porter le nom Constitution de janvier 2015. Donc là, déjà, il y a une petite arnaque, hein, parce que bon, il faut se dire que chaque modification devient obligatoirement une nouvelle constitution. C'est comme un contrat de travail, finalement la constitution, c'est une sorte de contrat de travail entre le gouvernement et le peuple, hein. Donc tout contrat de travail modifié devient obligatoirement une nouvelle constitution, puisque comme un contrat de travail, nous sommes obligés de donner notre accord en le signant ou en le refusant, ce qui donne obligatoirement la fin de l'ancien contrat de travail. Ben oui, ben oui. Je crois que tout le monde a bien cette notion-là. Donc il y a bien une intention délibérée de tromper les citoyens en leur faisant croire que rien ou peu de choses ont changé depuis 1958. Ouais, ben oui. Ouais, ça date, hein, mais bon, en fait, il y a eu 24 modifications depuis. Mais bon, ça, on n'a toujours pas donné notre accord non plus. Alors, pour ça, il suffit de lire déjà le préambule. Vous savez, ce petit texte en en-tête de la Constitution. Alors, je cite, hein, le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de souveraineté nationale, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis par la Charte de l'environnement de 2004. Alors, comme stipulé dans le préambule de notre Constitution actuelle, celle-ci précise son attachement aux droits de l'homme et aux principes de souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, l'original. Bizarrement, la Déclaration des droits de l'homme actuelle, stipulant que c'est bien celle de 1789, ne comporte que 17 articles, alors que l'original en comptait 35. Bon, ça fait quand même 18 articles manquants. Où sont-ils passés? On ne sait pas. Gérard Majax, David Copperfield... non, président. D'accord. Alors, donc il y a quand même déjà bien une tromperie sur cette déclaration, une falsification du document original, puisque nous parlons bien de la déclaration signée à Versailles le 26 août 1789 lors de l'Assemblée constituante, approuvée et signée par le roi. Ben oui. Après, bon, j'ai essayé de savoir d'où venait cette déclaration des droits de l'homme. Bon, c'est pas très clair. Il faudrait peut-être vérifier l'information, mais je crois que c'est celle qui a été signée à l'ONU en 1948.
une info à vérifier. J'ai pas été plus loin parce que bon, j'avais déjà fort à faire. Alors, d'après le préambule, hein, ce qui donne logiquement que la déclaration est supérieure à la Constitution, puisque la Constitution est écrite selon la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Donc, en reprenant l'histoire de la première Constitution, comment elle a été rédigée et quelle loi a permis son écriture, on s'aperçoit que suite à cette Déclaration des droits de l'homme, il y a eu un décret permettant justement l'écriture de cette Constitution. Donc c'est le décret du 21 septembre 1792 qui stipule, je cite, hein, c'est le décret, qu'il ne peut y avoir de constitution que celle qui est acceptée par le peuple. C'est clair. Donc 9 mois plus tard, sur ces bases, donc déclaration des droits de l'homme et ensuite le décret, la première constitution est rédigée et approuvée par le peuple le 24 juin 1793 par une assemblée constituante comportant 291 députés du clergé, 270 de la noblesse et 578 du tiers-état, connu sous le nom d'aujourd'hui l'Assemblée nationale. Donc, où la BCIS présente une motion de la Constitution et ainsi de suite. La BCIS, le même qui disait ça d'ailleurs. Donc pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le lire, je vais citer la BCIS. Alors, il a dit, lors de son discours du 7 septembre 1789, « Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif. Ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. » Donc là, ça date de 1789, c'est comme ça en gros qu'on s'est un petit peu arnaqué au départ. Hein. Donc de ce fait, il y a bien eu cette démarche de nous enlever notre pouvoir de décision, en mettant en place des représentants, toujours d'actualité d'ailleurs, hein. Article 3. Puisque nous votons pour choisir nos élus qui nous représentent, ce qu'on appelle également démocratie dite représentative, aujourd'hui, on nous a même enlevé le droit de modifier cette constitution et même le droit et l'obligation de l'approuver par nos soins, en modifiant quelques petites lois qui le permettaient. Alors, pour ça, il suffit de prendre l'actuelle constitution, article 89, puisque ça concerne la constitution et toute modification. Alors, que dit l'article 89 de l'actuelle constitution? Alors, c'est bien stipulé que l'initiative de la révision appartient concurremment au président de la République, sur proposition du Premier ministre, et aux membres du Parlement. Le projet de révision n'est pas présenté par référendum lorsque le président de la République décide de soumettre au Parlement convoqué en congrès donc Assemblée et Sénat réunis. Le projet de révision est approuvé que s'il réunit la majorité des 3/5 des suffrages exprimés, le bureau du Congrès et celui de l'Assemblée nationale. Bon, donc le président, c'est lui qui décide si on change ou pas la Constitution. Bon, d'accord, on va regarder c'est quoi le rôle du président, hein, puisque bon, article 5, ils le disent. Alors, le rôle du président, le président de la République veille au respect de la Constitution, d'accord. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, et de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Bon, le garant, ça veut tout de suite dire, parce que c'est un haut fonctionnaire, nous sommes obligés de lui faire confiance. Voilà, et le gars, il est en dehors de toute corruption, conflit d'intérêts, c'est le big boss, donc nous sommes obligés d'approuver quoi que ce soit. Bon, l'indépendance nationale, on ne va pas en parler, on l'a perdu avec l'Europe. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est le président de la République veille au respect de la Constitution. Alors déjà, bon, le gars, il décide ou pas de la changer, et puis ensuite il veille. Hein, et après, il assure par son arbitrage.
Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'un arbitre qui écrit lui-même les lois est en dehors de toute corruption ou de conflit d'intérêts? Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, hein, et puis il y a un grave problème de conflit d'intérêts. Le gars, il écrit lui-même les règles alors qu'il est censé déjà les respecter. Il y a un problème là déjà. Alors là, on va regarder un peu le Conseil constitutionnel. Puisque bon, comme son nom l'indique, constitutionnel, constitution, c'est eux qui gèrent ça, quoi. Donc eux, c'est un petit club qui se réunissent pour voir si tout est en accord avec la constitution. Enfin, c'est le gardien des clés, quelque part. Alors, selon le Conseil constitutionnel, pour approuver une modification ou changement de la Constitution, il faut l'accord de 3 parties. Alors, le premier, le président de la République ou du gouvernement, et du gouvernement. 2, l'accord de chacune des 2 chambres, donc Assemblée et Sénat. 3, la partie la plus importante, par référendum au peuple, puisque là, on se dit, ouais, génial. Ou, et là, c'est là que ça devient un petit peu problématique, celui du Congrès, donc Assemblée et Sénat, où les 2 chambres réunies doivent, on arrive à 3/5 des votes. Bon, je crois pas que vous, comme moi, on ait souvenir d'avoir voté par référendum pour la Constitution. Je crois que depuis le temps, ils l'ont écrit sans demander notre avis. On est bien d'accord jusque-là. Moi, personnellement, j'ai jamais voté pour une Constitution. Hein. D'ailleurs, il faut se dire tout de suite que, de toute façon, en la lisant, il n'y a personne qui voterait oui, quoi. Ça, on est bien d'accord. Alors, une partie intéressante, c'est le président de la République qui choisit la voie soit du référendum, soit du Congrès. Déjà, il y a un truc là. Le gars, il peut déjà prendre le choix de changer. Il doit veiller aux règles de la Constitution. En plus, c'est lui qui choisit la voie. Bon, on nous laisse une toute petite partie par référendum au peuple. C'est juste pour dire que oui, vous êtes en démocratie. Voilà, c'est tout. Mais bon, on est bien d'accord que cette voie-là, elle n'est jamais utilisée. Voilà. Alors, il y a une petite phrase du Conseil constitutionnel juste en dessous. Je crois que vous allez rire comme moi, en fait. Hein. Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour statuer sur une révision constitutionnelle. Bon, quelque part, ils avaient pas besoin de l'écrire, on le savait déjà. Mais se déclarent incompétents pour... D'accord, mais c'est quoi leur boulot, en fait? Parce que... Bon, on va regarder c'est quoi leur boulot, c'est écrit sur la Constitution. Le Conseil constitutionnel se prononce sur les propositions de loi qui ne sont pas soumises au référendum, donc la Constitution, puisque nous on vote pas, donc voilà. Au règlement des assemblées parlementaires, selon la conformité à la Constitution. D'accord. Donc là, ils changent les règles, ils veillent à tout ça, et eux, ils doivent être toujours en accord avec la Constitution. Donc, en fait, ils servent à rien, on est bien d'accord. Voilà. Le Conseil constitutionnel peut être saisi sur une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Pourtant, quand on lit la Constitution, il y a quand même des graves problèmes, quoi. Mais on peut les saisir. C'est écrit, hein, article 61.1. Article 62, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application. Donc logiquement, s'il y a un truc qui ne va pas, ils ne peuvent pas le mettre en application. Hein. D'accord. On va toujours voir le recours, hein. Comment on fait pour les saisir justement, parce qu'on n'est pas d'accord avec la Constitution. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. C'est clair. Là, c'est... eux, ils sont au-dessus de tout. C'est-à-dire, de toute façon, ils le disent, les décisions s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Merde. On arrive quand même à un stade, les gars, ils sont sous un peu le commandement du président, mais eux, une fois qu'ils ont pris leur décision, ils ont dit non, mais ça c'est bon, ça passe. Et bien ça passe. Et les autres, tous ceux qui sont en dessous, ils ont même pas leur mot à dire, quoi, ça c'est clair. Alors, on dit merde, il y a quand même un recours, donc ça s'appelle la saisine. C'est le moyen de saisir. Alors, là, il le marque clairement, hein. Il est impossible aux citoyens de saisir le Conseil constitutionnel. D'accord. Il y a même d'ailleurs un schéma précisant le circuit à faire de saisine, hein. Bon, je vous le dis tout de suite, hein, c'est un parcours du combattant perdu d'avance. Je veux dire, déjà, en fait, je vous l'explique brièvement. C'est remis d'institution en institution, tac, tac. Il faut que chacune d'entre elles donne son accord pour la transmettre à l'autre. Allez, supposons qu'il y en a quelques-unes qui disent pas non, ou alors ils disent tous oui, allez hop, le dossier monte. Je veux dire, le temps que la saisine remonte jusqu'au Conseil constitutionnel, vous avez déjà changé 2 fois de président, peut-être 5 fois de constitution, mais donc si vous vous rattaquez par la suite, il faudra attendre 10 ans, je vous le dis tout de suite, hein. Alors, on va s'intéresser un petit peu à ce Conseil constitutionnel, hein, puisque bon, apparemment c'est eux qui décident de tout. Après Flamby, hein, bien sûr. Alors, le Conseil constitutionnel comporte 9 membres. Ce qui est intéressant, c'est comment ils sont nommés. Alors, parmi ces 9 membres, il y en a 3 qui sont nommés par le président de la République, il y en a 3 par le président de l'Assemblée et 3 par le président du Sénat. On a notre trio, à chaque fois on a un trio gagnant, quoi, ça c'est déjà clair. Alors, il y en a déjà 3 par le président de la République, ça veut dire que lui, quand il change la Constitution, il y en a déjà 3 dans sa poche, donc déjà un tiers. C'est déjà ça. Alors, le président de l'Assemblée qui en choisit 3, alors c'est le même, faut pas oublier qu'il préside le Congrès, donc Assemblée et Sénat, c'est lui qui préside. Il préside aussi la Haute Cour de justice. Déjà, le gars, il a un pied dans la justice, c'est pas son boulot, mais un petit conflit d'intérêt, mais bon, ça passe ni vu ni connu. Et en plus, il choisit aussi 2 membres du Conseil supérieur de la magistrature. Pas n'importe qui, le gars, hein. Et puis, bon, comme il y en a 3 qui sont choisis par le président du Sénat, on va savoir, le président du Sénat, en fait, c'est le vice-président de la France, hein. Il faut savoir que c'est lui qui remplace le président de la République s'il démissionne ou s'il meurt, ou voilà, c'est le vice-président. Donc généralement, c'est celui qui se rapproche au mieux de la politique de l'ancien président, puisqu'il doit assurer la continuité de la politique du gouvernement. Donc voilà, quelque part, il en a ça fait limite 6 contre 3, hein, déjà pour le président, hein, parce que... Alors, autre chose, les anciens présidents font partie de droit du Conseil constitutionnel. Alors tous ceux, les présidents, les Sarko, les Giscard, ils sont tous membres en fait, hein. Alors eux, ils peuvent donner leur avis dedans. Bon, quand on voit ce qu'ils ont fait des anciennes constitutions... Ouais, bon. Alors, encore une autre chose, hein. Le président du Conseil constitutionnel, alors de ce petit groupe-là, est nommé par le président de la République. Ça commence à faire beaucoup de monde choisi par ses soins, quand même. Donc ça fait qu'en gros, il en choisit 4 déjà sur les 9, en sachant qu'il en a 3 du côté du président du Sénat qui vont forcément être de son bord. Ça commence à faire beaucoup de monde, hein, déjà au Conseil constitutionnel qui va être d'accord avec lui, hein. Ben ouais, hein. Faut le dire, hein, Flamby là, il se fait plaisir, hein, dis donc. Alors, on va revenir pour pouvoir contester les décisions du président de la République, du Conseil d'État juridiquement. Il ne reste que la Haute Cour de justice, qui, je rappelle, est présidée par le président de l'Assemblée, le même choisissant 3 membres du Conseil constitutionnel et 2 membres du Conseil supérieur de la magistrature. Et aussi l'autorité judiciaire assistée par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc déjà, on voit aussi que le président de l'Assemblée,
il a déjà des gars dans la haute cour et dans l'autorité judiciaire. Donc il y a quand même un conflit d'intérêts là. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs entre un gars, un parti politique et la justice et voilà quoi. Enfin, ça c'est déjà clair. Alors on va voir un peu les articles de la Constitution, articles 67 et 68 concernant la haute cour. Alors 67 stipule que le président de la République n'est pas responsable de ses actes accomplis, qu'il est intouchable pendant son mandat, hein, on va résumer, hein, qu'il faut donc attendre la fin de son mandat. Oui, ouais, enfin, on voit bien qu'avec Sarkozy, le gars il a terminé son mandat, il est toujours derrière son petit bureau, tranquille, aux frais du contribuable. Article 68. Le président de la République peut être destitué en cas de manquement à ses devoirs. Qu'il faut que la proposition de réunion de la Haute Cour soit adoptée sur l'une des assemblées du Parlement et transmise à l'autre part, qui doit se prononcer, voilà. Ouais, enfin, on va dire que c'est toujours pareil. Si il faut virer Hollande ou peu importe le président, on refile le dossier à l'autre, il y en a qui se décident, on leur file à l'autre, et puis hop, on refile à l'autre, enfin, non, on va passer directement à l'autorité judiciaire. Article 64 précise que le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. D'accord, ben on va voir ça tout de suite alors. Hein. Vu qu'il est garant, voilà. Donc l'article 65, l'autorité judiciaire, c'est le Conseil supérieur de la magistrature, hein, donc avec des magistrats du siège et du parquet. Alors, l'autorité judiciaire, donc le Conseil supérieur de la magistrature, comporte 5 magistrats de siège, d'accord, à la limite c'est leur boulot, ouais. Un magistrat du parquet, donc là on est bon, hein, on est dans la justice. Par contre, après il y a un conseiller du Conseil d'État. Donc le Conseil d'État, en fait, c'est le gouvernement. Hein, et en fait, le Conseil d'État, il est sous tutelle du gouvernement, puisqu'on va dire les trois quarts, ils sont choisis par le gouvernement. Donc ils vont mettre un petit chien de garde là-bas. Il y a un avocat, ouais, normal jusque-là, enfin à part le conseiller, là. Et 6 personnalités en dehors des institutions de l'État. D'accord, mais qui? Bah ça on sait pas, mais on va dire le problème c'est qu'ils sont choisis par le président de la République, du Sénat et de l'Assemblée. Voilà, enfin déjà ils ont rien à foutre là. Donc là déjà les CIPS là, plus un conseiller. Bon voilà, hein, ça fait 7 contre 2 magistrats et un avocat, 7 partout, la balle au centre. Enfin, c'est pas à eux de se mettre là-dedans. Il y a bien un conflit d'intérêts, il n'y a pas de séparation des pouvoirs entre la justice et l'État. Ils sont partout. Alors, il y a une chose aussi intéressante, c'est que, sauf en matière disciplinaire, le ministre de la Justice, donc garde des Sceaux, peut participer aux séances de formation du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, ministre choisi par Hollande, ou le président, peu importe. Taubira a son mot à dire sur qui va faire partie du Conseil supérieur de la magistrature. Ouais, mais bon, on va dire garde des Sceaux, t'es ministre, le big boss c'est le président. Généralement, si tu choisis des gens, tu vas pas attaquer ton boss. On est bien d'accord, hein, donc là, on voit bien qu'il y a un énorme conflit d'intérêts, quoi, déjà. Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique. Parcours du combattant, accrochez-vous parce que là, ça va secouer. Vous en avez pour 10 ans minimum. Donc, on va se renseigner un petit peu comment on peut condamner le gouvernement, déjà. Donc, on voit bien que là, il nous reste plus que la Cour de justice de la République. Apparemment, c'est les seuls capables de condamner les membres du gouvernement. Alors là, c'est intéressant aussi, puisque la Cour de justice de la République comprend 15 juges. Bon, des juges, ouais. Donc 10 juges, tribunaux, lois, c'est des gars, ils ont forcément fait des études dans ce domaine-là.
Oui, oui, ben, parmi ces 15 juges, là on voit qu'il y a 12 parlementaires élus par l'Assemblée et le Sénat, et 3 magistrats de la Cour de cassation. Donc déjà, bon, il y a trois gars qui ont fait des études là-dedans, quoi. Mais après, les gars, ils sont choisis parmi l'Assemblée et le Sénat. 12. Hein. Et puis il précise que s'il faut porter plainte auprès d'une enfin, il faut porter plainte auprès d'une commission des requêtes. C'est la commission qui ordonne le classement de la procédure, ou soit l'envoi au procureur général, enfin de la Cour de cassation, aux fins de saisine, soit directement sur avis de la commission. Bon, déjà, il faut passer par une commission. Mais comment arriver jusqu'à là, puisque de toute façon, c'est 12 parlementaires issus de l'Assemblée et du Sénat. Alors, s'il y en a quand même 12 qui sont issus en général du Parlement, c'est des gens qui sont issus d'une majorité parlementaire, c'est-à-dire du pouvoir politique en place. Donc des copains, quoi. Et eux, ils sont censés juger le big boss du parti. Ça fait beaucoup, là. Ça fait énorme, même. Hein. Il précise aussi, plus loin, article 69, c'est le Conseil économique, social et environnemental qui donne son avis sur les lois. Oui, pourquoi pas. Il peut être saisi par voie de pétition, donc ouais, on fait une petite pétition et puis on va lui donner. Mais par contre, c'est lui qui décide des suites à donner. Donc, moi, ce qui me pose aussi un petit peu le problème là-dedans, c'est que la pétition sera remise soit au Parlement ou au gouvernement. Donc si vous avez quelque chose contre le Parlement et le gouvernement, vous faites votre petite pétition et c'est à eux qu'on va leur donner. Bon, je crois que vous connaissez déjà le résultat de l'issue de cette pétition. Hein. Poubelle, on est bien d'accord? On est bien d'accord. Donc là, je vais terminer, on va dire brièvement, puisque bon, là, on voit bien qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, conflit d'intérêts, enfin, il y a des conflits d'intérêts à tous les niveaux et dans chaque organisation de contrôle, puisque le gouvernement interagit dans tous les domaines, il n'y a pas d'indépendance de la justice, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, euh, oui, enfin, ils abusent de leur pouvoir pour changer les lois, surtout les concernant déjà et leur donnant plein pouvoir. Hein. Donc rappelez-vous Nicolas Sarkozy avant d'arriver au truc de président là, euh, il était ministre de l'Intérieur. Ce gars-là a fait changer la loi concernant la haute trahison. Vous vous rappelez de ça la haute trahison, ce petit article qu'il avait changé. Oui, et puis on voit aussi d'autres lois, par exemple lors du traité de Maastricht, enfin complot contre l'État et tout ça, rappelez-vous. Donc quand même, on voit bien que ces gens font ce qu'ils veulent des lois, surtout les concernant, puisque bon, ils se protègent en sachant très bien que toutes les conneries qu'ils vont faire, ben, et comme ça, c'est pas la prison qui les attend, s'ils sont couverts. Ils ont supprimé les lois qui sont censées les mettre en prison. Donc déjà, il y a ça. Et je sais pas, rappelez-vous de, par exemple, de l'affaire Manuel Valls et Dieudonné. Quand Valls, faisant appel au Conseil d'État pour contester une décision de magistrat et passer au-dessus des lois de la justice. Euh, Bah voilà, parce qu'en fait le gars il était vexé, donc il a fait appel au big boss des tribunaux pour dire ouais, moi je suis pas d'accord. Bon, là on voit bien déjà qu'il y a un conflit d'intérêts. Mais il n'y a pas que ça. Regardez, par exemple, c'était l'article 88.5 concernant l'Europe. Rappelez-vous du traité de Lisbonne passé en force par voie parlementaire malgré le référendum avec un non majoritaire à 55% en 2005. Sur la Constitution était inscrit à l'article 88.5 que tout traité européen devait être proposé par référendum au peuple.
Ouais, le 23 juillet 2008, donc un peu plus tard, l'article 88.5 a été changé pour devenir que seule l'adhésion d'un autre pays à l'Union européenne sera proposée par référendum. Voilà pourquoi on ne peut plus du tout se prononcer, par exemple, sur les traités TAFTA ou TTIP. Puisque de toute façon, ils ont retiré ce droit en modifiant en modifiant la Constitution. Déjà quand ils ont intégré le traité de Lisbonne dans la Constitution. Pour ça, il faut voir l'article 54. Mais de toute façon, le grand gourou de l'Union européenne, le président Jean-Claude Juncker, l'a dit clairement qu'il n'y aura plus de référendum concernant les traités européens. On comprend mieux pourquoi ces gens ne nous mettent plus du tout la Constitution au référendum. Parce que déjà, bon, les élections sur les traités, ça passe pas. Bon, si en plus on devait se prononcer par référendum, disant non, mais on a dit non, donc on n'en veut pas sur la constitution du traité de Lisbonne. Ça, voilà, ça ferait un deuxième tollé pour le gouvernement. On est bien d'accord que c'est pas la voie qu'il va choisir. Hein, donc, alors, là, on voit bien quand même qu'on nous a volé notre constitution, qui, je le rappelle, appartient au peuple. Hein. Cette constitution que les gens du pouvoir sont censés craindre, ils la modifient à leur avantage, se déchargent de toute responsabilité en modifiant les lois qui les condamnent. Ils créent des structures intouchables pour éviter les contestations. Il joue avec les mots et les dates dans le but délibéré de tromper les citoyens, ouais, même par la falsification de documents, on peut appeler ça comme ça. Hein. Des moments où on dit que c'est le document de 1789, alors que c'est pas le cas, on appelle ça une falsification. Alors, ouais, vu que parmi nos soi-disant représentants à l'Assemblée nationale, on va dire personne ne s'oppose à tout ça et on peut dire qu'ils sont tous complices, que les organes de contrôle ou de justice sont incompétents et corrompus. Il est évident que cette constitution est illégale, illégitime et n'a pas lieu d'être. Comme stipulé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme actuelle, quand il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a point de constitution. Ça, c'est écrit sur l'article 16 de l'actuel. Hein. Là, on voit bien quand même que même ça, c'est pas respecté, quoi. À l'heure actuelle, seule la Déclaration des droits de l'homme de 1789, donc l'original, fait foi de constitution, puisque de toute façon la constitution a été écrite selon les règles de la déclaration des droits de l'homme originale de 1789. Donc comme je l'ai dit à l'article 16, il n'y a pas de constitution. Donc la seule constitution valable à l'heure actuelle, c'est la déclaration des droits de l'homme de 1789. Bah oui, c'est clair. Et je vais vous rappeler quand même, c'est l'article 35 qui dit clairement que l'insurrection du peuple, c'est écrit sur la Constitution. Hein, la Déclaration des droits de l'homme, article 35, l'original, que l'insurrection des peuples est un droit et un devoir face à un gouvernement qui nous oppresse ou qui... Voilà, ça, c'est évident. C'est évident. Donc si demain il y a une révolte contre le gouvernement, c'est mérité, c'est légal, nous sommes dans notre droit en plus. Donc voilà, et déjà, pour pouvoir écrire une constitution, on reprend le décret du 21 septembre 1792, il ne peut pas y avoir de constitution que celle qui est acceptée par le peuple. Donc on voit bien que toutes ces constitutions où on ne nous a pas demandé notre avis, ces constitutions-là n'existent pas. Ça c'est clair et net. Et comme on va dire stipulé aussi à l'article 1er, la République est indivisible. Ben oui, mais la division entre l'État et le peuple est clairement prononcée. Donc à partir de là, la République indivisible, c'est celle du peuple, c'est pas celle du gouvernement, puisque le gouvernement, quoi qu'il arrive, il est divisé par rapport
au peuple. Donc la République telle qu'on nous la vend, elle est bidon, elle n'existe pas. Ça c'est clair. Donc maintenant, il y a des solutions. Pour ça, faut fabriquer, il faut créer un tribunal constitutionnel. Ça nous permettrait de reprendre notre pouvoir de décision, ça nous permettrait de nous réapproprier les services publics, l'armée, la Constitution, de condamner le gouvernement pour tous ces crimes et délits. Déjà, faut une décision de justice, mais populaire. C'est-à-dire, nous, faut qu'on se prononce quand même. Parce que à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Donc il y a déjà ça, et ensuite il faudrait quand même un gouvernement, on va dire, alternatif, provisoire. Au moins le temps de mettre tout ça en place. Mais n'ayez pas peur, la démocratie, l'Islande l'a fait, ils ont mis les banquiers et politiciens responsables de la crise chez eux, ils les ont mis en prison. Ils ont réécrit la constitution, aujourd'hui le pays se porte parfaitement. Et le pays n'a pas arrêté de tourner pendant ce temps-là, hein. Regardez en Belgique, ils sont restés quasiment un an sans gouvernement. Le pays a continué de tourner sans aucun problème. Donc réfléchissez à tout ça. Voilà, c'était un petit boulot que j'avais fait. Et je rappelle que tout le monde peut faire ce petit travail chez soi. Et que à partir de là, nous sommes dans notre droit, nous avons le droit d'aller gueuler, mais pas que, c'est-à-dire qu'on a le droit de se réapproprier nos services publics, notre nation, ça nous appartient à nous. Donc voilà, pensez-y, salut.